en direct à LCN. À la Banque Laurentienne, ça fait 6 jours depuis dimanche matin que les clients n'ont toujours pas accès à leur compte en banque. Le chef de la direction financière est finalement sorti aujourd'hui dans les médias. L'information financière et la sécurité financière de nos clients, c'est super important. Est-ce qu'on aurait pu mieux communiquer avec nos clients? Oui, tout à fait. Allons retrouver Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, Gaétan Barrette. Bon, Mario, on a dit ça plutôt avec Justin Trudeau. Vaut mieux tard que jamais? Oui, mais là, le monsieur dit qu'on aurait dû mieux communiquer avec nos clients. Nous, depuis mercredi, moi, l'émission là, que j'anime de 10h à midi, depuis mercredi qu'on veut parler à quelqu'un, et j'ai eu l'impression que ces gens-là étaient comme dans un mode, là, il veut me planter ou je sais pas quoi. Puis je sais pas comment ils pensent, quelles expériences, est-ce qu'ils ont des gens assez seniors en communication, en relations publiques, ou est-ce qu'ils ont peur? Mais tu sais, nous, là, leurs gens, moi, je suis pas client là, de la Laurentienne, là. Mais leurs gens nous écrivent là, parce qu'ils se disent, ben là, c'est un poste de TV qui fait des nouvelles, puis les autres, ils peuvent aller chercher l'information, faire venir des porte-paroles pour rassurer leurs clients, pour fournir l'information à leurs clients, pour fournir les explications à leurs clients inquiets. Là, les gens nous écrivent, ils n'entendent pas à rire, sont inquiets, leur pension n'est pas déposée, ou ils ne savent pas, ils pensent qu'elle n'est peut-être pas déposée, leur paye, puis là, ils ont un paiement qui passe le lendemain. Les gens sont sincèrement, profondément inquiets, mais des gens qui m'écrivent, ils me disent qu'ils dorment mal parce qu'ils ne savent plus ce qui arrive avec leur compte de banque. Fait que, tu sais, nous... je comprends pas ça. Sincèrement, avec toutes les leçons de relations publiques qui ont été acquises en gestion de crise, qu'on pense encore que ce n'est pas utile de mettre un être humain en chair et en os qui va répondre, même s'il n'y a pas toutes les réponses parfaites, qui va aller dire, regarde, on travaille fort, on fait notre possible. Déjà ça, un être humain en chair et en os, ça rassure, tu sais, ça te dit, il y a quelqu'un qui s'en occupe. À 17h10, parce que la Banque Laurentienne dit que les services, le système est fonctionnel. 17h10, on a reçu un courriel d'une dame. Sa paye n'a pas été déposée. Elle est déposée aux 2 semaines. Elle dit, moi, qui va payer mon épicerie, mes médicaments? C'est pas des excuses qui vont réussir à me faire payer mes médicaments et ce dont j'ai besoin. Manuel, est-ce qu'il y a quelque chose de plus angoissant que de ne pas avoir accès à son compte en banque? Surtout en ce moment, il y a 40 des gens qui vivent de paye en paye. Et ceci arrive à la fin du mois. Alors que les loyers vont rentrer dimanche, est-ce que les payes vont être faites, tout ça? C'est là, moi, je pense que c'est comme si la Banque Laurentienne, à avoir le nez collé sur l'arbre, avait perdu de vue la forêt. À vouloir régler le problème informatique, qui est de toute évidence une complexité sans nom, là, a oublié qu'il fallait trouver une façon d'offrir des alternatives aux gens, d'offrir des solutions et de les communiquer. Parce que objectivement, là, c'est pas parce que tu écris des courriels ou que c'est écrit sur ton site web que le monde comprenne. Là. Et c'est ça qui est vraiment malheureux. Puis il n'y a qu'à espérer que l'argent est vraiment dans les comptes, que les payes sont vraiment rentrées, mais on peut comprendre les gens de vouloir vérifier. C'est qui à la banque s'est imaginé, on va écrire un courriel en disant que les payes sont rentrées, de pas s'en faire, ça va être correct. Voyons donc, il y a 40 des gens qui vivent de paye en paye. Il faut le rappeler, là. Gaétan? Bien, écoute, message à tous les dirigeants qui détiennent des informations sensibles de qui que ce soit, au gouvernement, en médecine, dans les banques, peu importe, la chose la plus angoissante, c'est de ne pas savoir. Et après ça, c'est de ne pas voir que quelqu'un est en charge. Le citoyen moyen, là, il ne cherche pas à punir. C'est jamais ça. Les gens veulent juste, 1, savoir, 2, que ça ne se reproduise pas. Alors ici, dans cette histoire-là, là, ils sont fautifs. Ils avaient juste à être là en termes de communication. Et c'est pas parce qu'il manque d'effectifs. Ils ont des effectifs. Ils auraient pu dévier les effectifs vers la communication. Les gens veulent simplement, en partant, savoir qu'ils ne sont pas dans un trou, savoir qu'il y a quelqu'un de responsable qui est en train d'agir, et idéalement, ce qui n'est pas toujours faisable jour 1, qu'il y a en quelque part une date où ça va être réglé, ce qui n'a pas été le cas. Bon, parlons de l'enseignement de l'identité des genres maintenant. La Commission des droits de la personne est en faveur. Voici ce qu'il y avait à répondre là-dessus le ministre Bernard Drinville. C'est à l'enfant qu'il faut d'abord penser. C'est pas à l'idéologie. C'est pas... C'est à l'enfant qu'il faut penser. Il faut respecter le rythme d'apprentissage de l'enfant.
Emmanuel, es-tu d'accord avec ça? Mais tout le monde est d'accord avec ça, en partie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et tu sais, Sophie, moi, je suis pas une fanatique là, de l'enseignement de l'idéologie de genre à l'école. On en a beaucoup pensé. Mais quand j'entends le ministre Drainville, je pense à moi-même, OK? Vous le savez, j'ai une fille qui est adoptée. Oui. Les enfants adoptés, on leur dit, à partir de l'âge de 2 ans qu'ils sont adoptés, ils comprennent pas ce que ça veut dire, être adopté à 2 ans. Mais au fur et à mesure, c'est comme une plure d'oignon, puis ils finissent par comprendre. Alors moi, je me dis, si c'est cette logique-là qui a beaucoup évolué dans le cas de l'adoption, c'était pas comme ça il y a 20 ans dans le cas de l'adoption, si cette logique-là s'applique, mais est-ce que c'est la même chose qui doit s'appliquer dans l'identité de genre? Écoutez, je le sais pas, là. J'ai pas la réponse à ça, mais ça vient me convaincre que oui, ça prend un comité de sages, de gens qui connaissent ça, qui réfléchissent et qui vont pouvoir nous éclairer de manière adéquate. Gaétan, en quelques secondes. Bien, moi, j'aurais préféré qu'il y ait plus qu'un comité de sages, parce que le problème des comités de sages, c'est qu'on choisit des gens qui, potentiellement, sont juste de notre bord, alors qu'il y a plusieurs angles à cette affaire-là. J'aurais préféré des experts, parce que je rappelle une chose. Un enfant, il fait partie d'une famille. Une famille, c'est une entité. Il y a l'intérêt de l'enfant, comme le ministre le dit, il a raison, mais il y a aussi le parent qui n'est pas nécessairement dans le même fuseau émotif et culturel qu'aujourd'hui. Alors, je n'ai pas, moi non plus, la réponse. Je pense que du débat doit naître le compromis raisonnable. Ça doit impliquer tout le monde. C'est pas juste avec des sages choisis. J'aurais préféré une collégialité d'experts. Restez des nôtres dans un instant. L'équipe de JE a réussi à faire une incursion dans la cellule de crise au moment où les feux de forêt faisaient rage au Québec. On vous présente des extraits après ceci. À tout de suite. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Ah, tu nous parles, Alexandre, d'un homme qui a simulé son propre enlèvement. Dossier qui a eu lieu en Australie, Mario, qui nous est rapporté jusqu'ici parce que c'est cette semaine que se tenait le procès de cet homme, un Australien de 35 ans appelé Paul Eira, qui, au jour du Nouvel An, lors du réveillon, donc le 31 décembre, a fait quelque chose qui se fait pas vraiment, Mario, je veux dire comme ça. Il est en train de fêter à ce moment-là le Nouvel An, mais c'est éclipsé du domicile familial où il vit avec sa conjointe pour aller rejoindre sa maîtresse. Et là, passe le réveillon en compagnie de sa maîtresse, mais se rend compte qu'il y a un pépin à un certain moment, il est supposé retourner chez lui, il est en flagrant délit avec sa maîtresse. Il est sur le bord de se faire pogner. Il est sur le bord de se faire pogner, et là, à ce moment-là, dans un geste de désespoir, c'est comme ça qu'on le qualifie à la cour, envoie un texto pour gagner du temps à sa femme, en lui écrivant comme si c'était quelqu'un qui demandait une rançon. Ni plus ni moins, en disant « Ah, tu m'as envoyé Paul jusqu'à moi, maintenant il va devoir payer. Si vous avez jusqu'à demain matin pour me donner sa moto, sinon, tu le retrouveras plus. » Envoie une espèce de texto menaçant. Elle comme panique. Ça. Ben oui, la femme panique à ce moment-là. Elle dit « Mon Dieu, mon chum qui est plus là, kidnappé. » Elle reçoit ça, contacte la police. Et là, opération de recherche de grande envergure. Le soir du réveillon, 200 heures de travail policier, de recherche qui sont déployés pour essayer de retrouver l'homme. Là, on se déploie partout. Il y a des barrages policiers qui s'installent pour essayer de retrouver l'homme qui aurait été kidnappé. Et c'est le lendemain matin, alors que M. Eira se déplace en auto avec sa maîtresse, qui tombe sur quoi? Un barrage policier. Et là, c'est lui qu'on cherche, c'est lui qu'on retrouve, volant de la voiture. Et là, lui continue sur son histoire, dit « J'ai réussi à m'échapper, c'est des hommes qui ont l'air de provenir du Moyen-Orient, qui m'ont enlevé, mais qui m'ont laissé partir finalement. » Histoire totalement décousue que la police, mais n'a pas cru. Mario, et 12 jours plus tard, on l'a arrêté sous des prétextes justement de fausses accusations. Et là, on a décidé de le juger, heureusement pour lui. Il a évité la prison, semble-t-il, qu'il est en pleine réhabilitation, qu'il apprend de ses erreurs au travers de tout ça. Réhabilitation de quoi? Là, semble-t-il qu'il est retourné auprès de sa famille, qu'il tente maintenant de rentrer comme un jeune homme rangé dans la société. Donc, de se débarrasser de ses mauvaises habitudes, de tromper sa conjointe et d'en faire une affaire d'enlèvement. Et d'en faire une affaire d'enlèvement de l'État. Mario, le petit problème, c'est que ça va... Mais est-ce qu'on l'a facturé? C'est exactement ça. Il a été condamné à rembourser l'équivalent de 14 000 $ au gouvernement local, parce que c'est à peu près ça que ça a coûté, le déploiement policier puis l'opération pour le retrouver. Donc, la morale de l'histoire, Mario, si vous êtes pour tromper votre blonde, là, assurez-vous votre excuse est crédible puis qu'elle peut tenir la route longtemps. Une des bonnes que j'avais entendues, c'est quelqu'un qui était parqué au motel, puis la neige est tombée du toit, puis elle a écrasé son char. Comment t'expliques ce que ton char faisait là? Oups. Merci, Alexandre. Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN. On est ici, on nous a dit qu'il faut évacuer les 4000 de Misticini. De la Sopfeu, M. le Premier ministre? Oui. C'est pas cette information-là, parce que c'est pas notre façon de faire. Et là, c'est important, là, parce que c'est le sujet du jour, là, parce que hier matin, on a dit qu'il faut évacuer selon la Sopfeu. Ensuite, le chef a dit non, moi, j'évacue pas. Puis après, la Sopfeu a dit non, on n'a plus besoin d'évacuer. Oui. Fait que là, je sais que je vais me faire apostropher tantôt, là, juste savoir qu'est-ce qui est arrivé à Sopfeu. Alors, l'équipe de GIA qui a eu un accès inédit à la cellule de crise pendant les feux de forêt, Mario, c'est intéressant de voir ça parce que d'abord, c'est rare et on voit qu'il y a des tiraillements aussi en coulisses. C'est pas simple, gérer une crise comme celle-là. Moi, je trouve ça bien que la population puisse voir. Pour moi, là, ça, c'est le côté humain de la politique. Là, je sais que c'est tentant pour la population de penser que qui existe quelque part dans une voûte, là, dans le sous-sol du bureau du premier ministre, une voûte où t'as la clé, là, puis il y a des livres de recettes pour tous les problèmes de la société avec numéro 1, tu fais ça, numéro 2, tu fais ça. C'est pas le cas, là. Nos politiciens, oui, ont de l'expérience, du vécu, mais ils arrivent devant des crises, toutes sortes de patentes qui sont jamais arrivées dans l'histoire du Québec. La vie humaine est en jeu, puis il y a pas de grand livre qui leur dit quoi faire, donc doivent prendre des décisions, vivre du stress, être soumis à toutes sortes de contradictions, et je trouve ça bien qu'on puisse permettre au public un peu de saisir ça, de sentir c'est quoi là, l'humain derrière le politicien, c'est à quoi qu'il est soumis, puis des fois il se trompe, des fois il fait des bons coups, mais c'est ça qu'il vit, là. Bon, Gaétan, tu as déjà été ministre de la Santé au sein d'un précédent gouvernement. Est-ce que ça évoque des souvenirs lorsqu'on parle de cellules de crise? Absolument. Moi, j'ai pas eu de crise comme on a vécu récemment. J'ai eu une mini-crise qui était, rappelez-vous, il y a eu une question à un moment donné d'Ebola. Et pour un ministre, là, c'est la pire des situations à vivre. Pourquoi? Parce que même si on connaît notre domaine, là, on n'a pas les réponses à tout. Et prendre les bonnes décisions, ce n'est pas évident. Et on se fie sur les informations que l'on reçoit. Même si toutes les informations sont de bonne foi et adéquates, à un moment donné, comme on dit communément, il faut caler la shot. Et là, comme Mario vient de le dire, il n'y a pas de livre. Et à un moment donné, on navigue à vue. Là, c'est là qu'on voit là, que aussi bon peut-on être, aussi connaissant peut-on être, c'est le facteur humain et on espère prendre la bonne décision au meilleur de nos connaissances. C'est l'instinct. L'instinct. Et tu as raison, Emmanuel, c'est l'instinct. C'est la pire des situations et je dirais que la plupart du temps, dans toutes les crises que moi j'ai vues à date en politique, on ne peut pas vraiment lancer la pierre à la personne qui ultimement est imputable. C'est toujours le ministre qui est imputable. Mais croyez-moi, il fait son possible. Emmanuel? Oui, je pense que ce reportage-là, les gens vont voir là, dans la version plus longue, illustre toute la complexité de prendre des décisions dans une société comme la nôtre. C'est pas comme si M. Legault est en haut de la pyramide puis c'est lui qui peut tout décider. Là. Il y a les villes qui ont leur droit de regard. Félix Séguin me racontait qu'il y a un moment donné où il y avait une réunion Teams, il y avait 126 intervenants dans la réunion. Alors, est-ce qu'à terme, le gouvernement va se dire on va être confronté à de plus en plus de crises de ce genre-là à cause des changements climatiques? Est-ce qu'il va falloir revoir la gestion de crise au Québec? Oui. C'est peut-être un débat qui nous pend au bout du nez. Regarde, Julie, moi, j'ai été appelé dans le temps de l'Ebola. Là, à 3 heures du matin, il y a un patient qui est suspect d'Ebola qui est arrivé à telle urgence de tel grand hôpital de Montréal. Est-ce qu'on ferme l'hôpital? Écoute, là, fermer l'hôpital, c'est pas rien, là, mais c'est arrivé. Et tu avais pris quelle décision, Gaétan? On ne l'avait pas fermé parce que le risque était calculable comme étant jouable. Mais j'aurais pu me tromper. Je n'avais pas la science infuse ni de données qui pouvaient me dire voici à 100 % je dois faire un ou l'autre. JA ce soir, 21h, à ne pas manquer. Le Backstreet Boys, AJ McLean, qui était de passage à Montréal cette semaine, Emmanuel rit déjà, il a dénoncé sur son compte Instagram l'omniprésence des cônes oranges. Alors, on va écouter un extrait de ce qu'il a publié et tout de suite après, la réaction de la mairesse. You guys have a serious problem with these orange cones. Like, seriously? Orange cones everywhere. Moi, je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus de fans... il y a plus de fans des Backstreet Boys à Montréal que de cônes orange. Donc, il est toujours le bienvenu. On est toujours content d'avoir les membres des Backstreet Boys qui viennent nous visiter. Mario, qu'est-ce que tu penses de la réponse de la mairesse? Moi, je suis pas un fan des Backstreet Boys, puis je m'en sac des Backstreet Boys, mais ce gars-là, je trouve qu'il a raison, pas à peu près. Et moi, ce que ça m'a fait penser, sincèrement, là, je me suis dit... Tu sais, c'est un gars bien ordinaire, il fait le drôle, il veut des clics sur les réseaux sociaux. Mais quelque part, là, mettons-nous dans la tête que tous les touristes qui viennent à Montréal, là, tous les touristes qui viennent d'Asie, d'Europe, des États-Unis,
c'est rien que ça qu'ils pensent. C'est rien que ça qu'ils voient. Hier soir, là, je suis allé au théâtre avec madame. Là, on est sorti sur une rue qui est supposée être un 3 voies de large. Tout est fermé. Il reste juste une voie. Il n'y a personne qui travaille. Il y a rien que des cônes partout. Les gens qui arrivent... Mettons qu'il y a un congrès au Palais des Congrès, là, ces semaines-ci. Êtes-vous allé? Avez-vous vu de quoi ça a l'air autour du Palais des Congrès? C'est pas imaginable. Puis tu dis, les gens qui travaillent, toutes les cônes, sont en train de travailler à rétrécir les rues. C'est incroyable. Moi, là, je regardais ce gars-là, puis je me disais, lui, il constate ce que tous les touristes constatent quand ils viennent à Montréal. Oui, mais c'est comme si nous, on râle, mais on s'est comme habitués en même temps d'une certaine façon. La semaine dernière, avec ma fille, je voulais faire un exercice pédagogique. Je dis, regarde, on va les compter ensemble entre où on était puis la maison, si tu veux. Au bout de 2 coins de rue, elle dit, maman, je suis rendue à 96, là, on va arrêter. Là. Ben, moi, je pense qu'il faudrait remplacer la statue de Johnny McDonald par un cône orange. Ça serait très emblématique de la ville. Ah bon, alors, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, mais néanmoins, elle est quand même bonne, celle-là. Pourtant, la ministre, Geneviève Guilbeault, avait promis en avril dernier de faire une révolution des cônes oranges et qu'il n'y en ait plus. Oui, non. Julie, ce sont les cônes oranges qui se sont révoltés puis qui ont dit « Hey, vous nous enlèverez pas du chemin », ils sont revenus en force. On va faire un film de science-fiction, à un moment donné, ça va être les cônes oranges qui deviennent vivants et qui nous attaquent, ça sent bien, là. On est fini, on est fait. Il y en a qui vont passer l'hiver là, c'est sûr. C'est ça à compter, Emmanuel Latraverse, Gaétan Barrette, Mario Dumont. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous trois. Au revoir. Au revoir. Cube Radio. Une autre vision de l'actualité. Ah voilà, c'est ça qui met un terme à notre émission du jour, à notre semaine. Bonne fin de semaine. Il va faire beau. Fin de semaine d'été qui marque la transition entre septembre et octobre. C'est pas rien. Profitez-en. On se retrouve lundi. C'était